Bonjour à tous, herkese merhabalar. Bienvenue dans le 11e épisode du podcast turc, le seul et unique podcast qui vous rapproche de la culture turque. Le podcast turc est produit par moi-même, Pelin, créatrice et rédactrice du site internet Le Blog d'Istanbul. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le Blog d'Istanbul est le site internet francophone qui vous aide à préparer vos séjours et votre expatriation à Istanbul et en Turquie. Il vous offre des infos utiles, des guides, des conseils, des bonnes adresses, bref, tout ce qu'il faut savoir avant de partir. Vous pouvez aller y jeter un œil sur www.leblogdistanbul.com. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver enfin pour aborder un sujet d'actualité qui est un petit peu sensible et qui est au cœur des débats, que ce soit en France ou dans de nombreux pays dans le monde. Il s'agit du racisme, et notamment du racisme envers les personnes noires. Je pense que vous avez tous dû voir passer le hashtag Black Lives Matter et que vous avez tous suivi les manifestations qui se sont produites, que ce soit aux États-Unis ou en France, et qui ont fait beaucoup de bruit et qui enfin mettent la lumière sur le traitement que reçoivent les personnes noires au quotidien. Et bien évidemment, moi, soutenant ce mouvement, il y a quelques semaines, j'ai créé un post sur la page Facebook du blog où je parlais d'une communauté qui s'appelle les Afro-Turcs et qui habite en Turquie. En fait, cette communauté, c'est une communauté noire qui habite principalement sur les côtes turques, notamment qui sont fortement concentrées du côté de Aydın, qui est proche d'Izmir. Et ces personnes ont été amenées sur le territoire turc en tant qu'esclaves au temps des sultans. Et on leur a très très vite redonné leur liberté, qui est un droit fondamental, je le rappelle. Et aujourd'hui, d'après leurs témoignages et d'après les témoignages de la vidéo que j'ai postée, ces personnes vivent très heureuses parmi les Turcs et sont eux-mêmes turcs. Puis après ce post qui a d'ailleurs reçu énormément d'attention, je crois que dans l'histoire de la page Facebook du blog, c'est le post qui a été le plus repartagé. J'ai eu l'occasion de reprendre contact avec Dafa, qui est une entrepreneuse française qui est installée à Istanbul depuis quelques années. Et je me rappelais qu'elle avait un business qui était lié à l'art africain à Istanbul, mais malheureusement, nous n'avions jamais eu l'occasion de nous rencontrer. À chaque fois, il y avait un problème et on n'arrivait pas à se croiser. Et après quelques échanges, après ce post, j'ai décidé de l'inviter sur le podcast pour qu'elle partage son expérience en tant que femme noire vivant à Istanbul. J'avais vraiment envie qu'elle partage avec nous, qu'elle nous éclaire sur sa position à elle en tant que femme noire et qu'elle nous dise si elle ressent du racisme en Turquie, étant donné que c'est un sujet d'actualité qui est quand même assez brûlant et que visiblement, dans beaucoup de parties du monde, la population qui est de couleur noire subit énormément d'oppression. Je voulais savoir, est-ce que cette oppression existe en Turquie? Et quoi de mieux que de répondre aux personnes qui sont les premières concernées? En parallèle de ça, on a parlé avec Dafa de son entreprise, qui est très inspirante, et de tout le travail qu'elle fait pour promouvoir la culture et aussi l'art africain. Et honnêtement, c'est assez impressionnant et très très inspirant, comme je l'ai dit. Et on a parlé également des relations entre la Turquie et l'Afrique, parce que si vous ne le saviez pas, il y a une très forte relation commerciale entre les Turcs et certains pays d'Afrique. Donc elle nous a un petit peu éclairé sur tout ça et je vous promets que cet épisode est extrêmement enrichissant et intéressant à écouter. Donc passons tout de suite à l'interview et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dafa, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience avec les auditeurs du podcast turc. Je vais commencer avec une question un petit peu basique, mais elle nous mettra un peu dans le contexte. Donc je te demanderai de me dire qui tu es et d'où tu viens et d'où tu es originaire exactement. Alors, donc je suis Dafa Konaté, je suis née et j'ai grandi en région parisienne. Je suis originaire du Mali par mon père et du Sénégal par ma mère. Et je vis à Istanbul maintenant depuis presque 5 ans. D'accord, ça fait un petit bout de temps. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment est-ce que tu t'es retrouvée à Istanbul ?
Mais en fait, tout simplement, j'ai suivi mon mari qui a eu une opportunité professionnelle à Istanbul. Donc, bon, on a pris le parti de venir ici et puis bon, on ne le regrette pas. Alors, on était là pour 3 ans au départ. Ça a été prolongé pour 2 ans et finalement, on reste encore au moins 2 années. Mais donc, ton mari est venu en tant qu'expat, c'est ça? Exactement, exactement. Et avant ça, vous viviez à Paris? Oui, on vivait à Paris, en région parisienne, plutôt plus précisément. D'accord. C'était ça, c'était donc ta première expatriation en tant que Oui, Française? c'est ma première expatriation. Ouais. Alors, en fait, les 3 dernières années, plutôt, mon mari, il était à Zurich. Mhm. Et voilà, moi, Zurich, ça ne me motivait pas plus que ça. Donc, je suis restée sur Paris et puis lui, il faisait la navette, en fait. Et puis, Istanbul, c'était un peu plus loin, donc faire la navette, ça aurait été plus compliqué. Donc je l'ai suivi ici et puis bon, je ne regrette pas du tout. Et du coup, à l'époque, initialement, est-ce que ça te branchait? Parce que Zurich, ça t'a pas branché plus que ça d'y aller. Tu t'es dit, bon, il va faire les allers-retours. Mais quand il t'a dit Istanbul, qu'est-ce que ça a éveillé en toi? J'ai une cousine qui était là il y a une dizaine d'années ou un peu plus, en expatriation aussi. Et elle avait adoré ses années à Istanbul. Donc, d'ailleurs, j'étais venue la voir. Donc Istanbul en tant que tel, ça me dérangeait pas plus que ça. Au contraire, ce qui était plus dur pour moi, c'est voilà de quitter mon boulot, de quitter ma mère à Paris. Ça, c'était un peu plus compliqué, et puis de démarrer une nouvelle vie, on va dire. Quoi. Ouais. Puisque avant ça, j'ai toujours travaillé, donc je savais qu'à Istanbul, ça aurait été plus compliqué d'avoir un emploi salarié, on va dire. Mm-hmm. Et donc voilà. Mais sinon, c'était surtout ça qui me stressait un petit peu, mais Istanbul, non, j'étais contente parce que je connaissais et je savais que c'était une ville agréable. Donc tes craintes, elles étaient plutôt centrées sur le boulot, qu'est-ce que je vais faire là-bas, plutôt que je vais me retrouver parmi les Turcs, comment ça va se passer, quoi. Oui, ça me faisait pas plus peur que ça, c'était surtout me retrouver femme au foyer, pour moi c'était juste, voilà, compliqué à intégrer. Ouais, je comprends tout à fait ce sentiment. Et donc, du coup, quand tu es arrivée, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ton premier rapport? Alors, comme tu es déjà venue en Turquie, peut-être que tu peux nous dire quel était ton premier rapport avec les Turcs quand tu es arrivée en tant que touriste et ensuite en tant qu'expat. Et est-ce qu'il y avait une différence, justement? Disons que quand je suis venue, c'était en 2004-2005, je ne sais même plus trop. Je n'ai même pas trop de souvenirs parce que je n'étais pas restée très longtemps. Et puis, j'étais chez ma cousine. Voilà, je me suis un peu baladée, mais j'étais tout le temps avec ma cousine, donc pas vraiment en contact avec des Turcs au final. Quoi. Elle parlait turc? Ouais, elle a appris à parler turc et elle parle d'ailleurs toujours turc. Elle adore Istanbul, donc tous les ans elle vient. Et quand on se balade toutes les deux, c'est elle qui parle en turc. Alors qu'elle était restée 3 ans, moi ça fait 5 ans que je suis là. Mais non, elle a vraiment adoré. Donc voilà, quand je suis venue, c'était vraiment très rapide. Donc je peux pas dire que j'ai un souvenir auprès de Dieu. Et quand je suis arrivée en 2015, déjà c'était différent parce que je suis venue voilà à la base pour 3 ans. Donc j'étais dans une autre dynamique. Mais franchement, ça s'est très vite bien passé. J'ai eu notamment une voisine adorable, turque, qui m'a beaucoup aidée, qui m'a vraiment considérée tout de suite comme son amie. Donc ça m'a facilité. Cette femme turque dont tu parles, comment vous communiquiez du coup, étant donné que on va rentrer dans le vif du sujet, tu ne parles pas le turc, pas encore du moins, et donc ce premier rapport avec une femme turque qui t'accueille, en fait, elle est super chaleureuse et tout ça, mais vous parlez pas la même langue, comment ça se passe du coup? Non, on parlait anglais. Du coup, elle parlait bien l'anglais? Oui, elle parle bien anglais, donc on communique jusqu'à présent en anglais. Mais c'est toujours ta voisine du coup? Elle est partie malheureusement il y a 1 mois à peu près. Elle a déménagé. Mais voilà, on est toujours en contact. Tu vois, demain, les enfants vont passer la journée chez elle. Donc, non, franchement, c'est une des personnes qui m'a... donc je garderai un bon souvenir, en fait, que j'associerai toujours à Istanbul parce qu'elle m'a vraiment aidée dès le début.
Ouais. Et après elle, est-ce qu'il y a eu donc ça c'était vraiment ton premier contact. De toute façon, les voisins en Turquie, c'est toujours le premier contact. Qu'on le veuille ou non, ils s'imposent, ils sont là, ils sont présents et c'est pas du tout comme en France où on connaît ses voisins au bout de 3 4 ans. Exactement. Et après ta voisine ou tes voisins, est-ce qu'il y a eu d'autres premiers contacts? Alors, moi, mes enfants sont dans une école internationale. Oui. Ils ne sont pas à l'école française. Et dans cette école internationale, il y a beaucoup, finalement, de familles turques, notamment. Et donc, ma fille a toujours d'ailleurs une très bonne copine turque, mais qui vit maintenant en France. Et je m'entends bien avec sa mère aussi. Donc, à chaque fois qu'on va en France, maintenant, on les voit. Quand ils viennent ici, on se voit. Donc, elle aussi, c'est quelqu'un qui est devenu une bonne amie, en fait. Et on a gardé le contact. Donc, on se voit à chaque fois que nous, on va en France ou qu'eux, ils reviennent à Istanbul. On va rentrer un peu dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ton ressenti par rapport au racisme qui pourrait exister venant de la part des Turcs? Est-ce que tu en as déjà subi? Parce que en fait, moi, j'ai fait dernièrement une vidéo qui parlait du harcèlement des femmes dans la rue et je faisais un petit peu un comparatif Istanbul-Paris. Et donc, j'ai eu beaucoup de commentaires. Ça a été vraiment un sujet assez brûlant et qui a fait réagir beaucoup de personnes. Et j'ai eu un commentaire qui m'a beaucoup marqué d'une jeune femme de couleur et qui m'a dit que par rapport à ce que moi je disais, c'était pas du tout la même expérience qu'elle vivait elle, étant donné que elle avait beaucoup plus d'attention dans la rue en tant que femme noire, dans les rues d'Istanbul notamment, et parfois des désagréments et des choses qui sont pas trop cool venant d'hommes turcs très très peu respectables. Donc du coup, je voulais te savoir par rapport à ça, qu'est-ce que toi tu pensais? Alors moi, vraiment, je parle de mon point de vue, de mon expérience et de l'expérience qu'on a eue avec mon mari et les enfants. Et franchement, à aucun moment en 5 ans, on a eu d'expérience négative en fait. Alors peut-être que ça dépend aussi, je sais pas, de l'environnement dans lequel on évolue, mais vraiment, on n'a pas eu on ne s'est jamais senti, voilà, rejeté ou quoi que ce soit, ou de remarques négatives, même si on parle par turc. Évidemment, des fois, il y a des regards un peu appuyés quand on va, je sais pas, au restaurant ou dans des hôtels ou même qu'on se balade. Mais ça a jamais, enfin, je l'ai jamais, en tout cas, moi, perçu comme quelque chose de méchant ou qui m'ait mis mal à l'aise. Or, c'est quelque chose que j'ai déjà ressenti dans d'autres pays. J'ai déjà eu ce sentiment dans d'autres pays où vraiment j'ai détesté, clairement. Tu peux nous dire lesquels? Le Vietnam. D'accord. Franchement, je suis allée au Vietnam et au Vietnam, c'est beau, on mange bien et tout ça, mais je me suis vraiment sentie pas bien. Parce que là, c'était comme, je marchais dans la rue, limite les gens me suivaient, me regardaient, c'était désagréable. Ça, j'ai jamais eu ça à Istanbul. Et un pays non loin de la France, l'Espagne. Je suis allée une fois en Espagne et j'ai détesté. Alors, j'étais dans le sud de l'Espagne. Et ouais. Et franchement, c'était ma seule expérience et j'ai pas aimé du tout. C'était la même chose, quoi. Les gens te regardent, désagréable. C'était vraiment une mauvaise expérience. Et ça, moi, je l'ai pas vécu ni à Istanbul, ni dans le sud de la Turquie où on aime bien aller. J'ai jamais vécu ça. Alors oui, des fois, on te regarde un peu plus ou voilà, mais c'est pas négatif en fait, c'est plus de la curiosité. Après, des fois, tu dis bon, ok, on est en 2020, c'est bon, quoi, on est noir, quoi. Mais non, je l'ai pas ressenti, ça m'a pas fait mal, voilà, ça m'a pas fait plus mal que ça. Et puis aussi, les Turcs aiment beaucoup les enfants. Franchement, c'est oui. impressionnant. Alors, quand tu te balades avec moi, j'ai 2 enfants. Et alors, du coup, quand je me balade avec mes enfants, les gens, ils aiment bien, voilà, leur faire des sourires, leur faire une caresse sur la joue. Alors, mes enfants ne supportent plus, par contre, hein, ça, ils détestent. Mais voilà, encore une fois, c'est pas méchant, quoi. C'est pas méchant.
Donc, mais vraiment, encore une fois, c'est vraiment mon expérience. Et j'imagine que ça se passe pas comme ça partout ni pour tout le monde, mais vraiment, nous, c'est comme ça qu'on l'a vécu. Enfin, ces 5 dernières années. Et comme je disais, on nous reste 2 années de plus et on est content de rester. Donc vraiment, si on avait eu des expériences négatives ou qui nous auraient vraiment dégoûtés, voilà, on ne serait pas resté. Et par rapport à l'évolution, en fait, est-ce que tu as vu une certaine évolution? Alors, je vais te dire pourquoi je te pose cette question, mais entre 2015 où tu es arrivé et 2020, est-ce que tu vois une certaine évolution? Parce que, par exemple, moi, je me rappelle que 2013 ou 2014, j'avais ma meilleure amie qui est nigérienne togolaise qui était venue me voir à Izmir. Enfin, elle est venue me voir beaucoup à Istanbul et comme tu le dis, on a remarqué il y a des regards, mais c'est plus de la curiosité et de la gentillesse. Enfin, c'est de la bienveillance, quoi. Il n'y a pas de regard discriminant ou pourrait être assimilé à du racisme. Par contre, à Izmir, elle était venue me voir pour un été. On était partis à Didim ensemble. Et je me rappelle très bien qu'au début, à Izmir, à l'époque, même s'il y a une communauté, et d'ailleurs j'en ai parlé un petit peu sur le blog et tu avais réagi à ce post, mais il y a une communauté afro-turque qui existe et qui est pas très loin d'Izmir. Mais malgré ça, à Izmir même, dans le centre, c'est vrai qu'une femme noire, et d'ailleurs une belle grande femme noire, encore plus, ça a attiré énormément l'œil. Et à l'époque, mon amie m'avait dit que c'était pas méchant et qu'elle le prenait pas du tout mal, mais que à la longue, ça commençait à faire beaucoup. Et surtout, elle n'était pas du tout pour le fait de se faire prendre en photo. Et à l'époque, on lui demandait de prendre des photos. Et en fait, pourquoi je te pose la question de cette évolution, c'est parce que en 2013, c'était comme ça, mais je suis sûre que si aujourd'hui elle revient me voir à Izmir, un de ces quatre, personne ne fera plus jamais ça en fait. Donc, je sens qu'il y a eu une évolution aussi des Turcs face aux personnes de couleur et qui s'y habituent aussi et qui les acceptent dans leur communauté par rapport à avant où c'était très rare, quoi. Alors, je te confirme qu'il y a eu une évolution. Alors, peut-être pas depuis 2015 nous on est arrivé, mais depuis quand ma cousine habitait à Istanbul, en fait. Et elle me le dit toujours. Elle me dit que elle, quand elle était à Istanbul, déjà, il y avait vraiment pas beaucoup de Noirs et que eux, ils étaient un petit peu genre l'attraction, quoi. Alors, c'était pas encore, enfin, c'était toujours pas négatif et tout ça, mais c'était vraiment l'attraction. Et même par rapport à mes activités dont on parlera plus tard, elle me dit toujours qu'elle est très agréablement surprise que ça marche bien, que les personnes sont intéressées, que les Turcs sont intéressés et que j'arrive à avoir des collaborations avec des Turcs parce qu'à son époque, elle dit qu'elle pense pas que ça aurait pu marcher. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment une forte évolution. Alors elle, je sais plus exactement, mais c'était début 2000 qu'elle était là. Mm-hmm. Donc c'est clair qu'il y a eu une évolution. Mais par contre, pour les photos, ça continue un peu. Nous, on dit systématiquement non, mais ça continue de temps en temps. C'est vrai. Ouais. Et c'est ce que je dis, quoi. Alors, c'est ok, c'est pas méchant, mais des fois, tu te dis, bon, c'est bon, quoi, les noirs, ils font partout, quoi. C'est pas une découverte, quoi. Être noir, ça va, quoi. Ouais. Bon. Surtout maintenant à Istanbul et du côté européen, parce que toi, tu habites du côté européen. Il y en a aussi, il y a aussi des personnes de couleur noire en Asie, mais il y en a beaucoup plus en Europe. Donc, les gens sont beaucoup plus habitués de l'autre côté du Bosphore. Enfin, je dis de l'autre côté pour moi, hein. Tout à l'heure, tu nous disais que tu pars en vacances dans le sud de la Turquie. Du coup, je voulais te demander, c'est où que tu pars exactement dans le sud de la Turquie? C'est quoi tes endroits favoris un petit peu? J'adore Kaş. On y est allé il y a 1 an et demi et j'ai vraiment trouvé ça magnifique. Sinon, Kaş, Fethiye, toute cette zone-là, en fait, j'aime beaucoup. Les plages sont magnifiques, les paysages sont super, quoi. Ouais. Et non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais. Mais qui n'aime pas Kaş? Qui n'aime pas Kaş? Hier, j'ai reçu des photos parce que j'ai demandé sur Instagram à ce qu'on m'envoie des photos
pour se mettre un petit coup de baume au cœur parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent pas partir en ce moment, tu sais. Et j'ai reçu des photos d'une abonnée qui est à Cache actuellement et qui me dit qu'il n'y a pas de touristes. Et elle m'envoie des photos à couper le souffle. Bien évidemment, tu connais les paysages. J'étais là, ok, comment je fais pour partager ça et ne pas foutre les boules à tout le monde? Boğazında düğümlenen hıçkırık olayım. Unutma beni. Du coup, tu es entrepreneur. Tu es une femme entrepreneur, encore plus intéressant pour moi. Et moi qui suis aussi dans cette mouvance et j'aime beaucoup écouter les histoires des femmes qui entreprennent tout simplement, encore plus quand c'est des femmes qui entreprennent en relation avec la Turquie. Donc toi, est-ce que tu peux nous expliquer ton statut d'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais et quel est exactement le but de ton entreprise? Donc voilà. Donc quand je suis arrivée à Istanbul, j'ai toujours tout de suite eu envie de faire quelque chose pour moi, d'avoir quelque chose à moi. J'avais besoin de m'épanouir en fait, parce que je trouvais que être à la maison, femme au foyer, c'était pas moi en fait. Je suis arrivée en août, en octobre, j'ai commencé un coaching, alors sans savoir où ça allait me mener, mais c'était une première étape en fait. Donc je savais que j'avais envie de travailler en direction de l'Afrique, parce que avant d'arriver à Istanbul, j'ai toujours travaillé dans des ONG, dans des associations en direction de l'Afrique. Ça a toujours été un point important pour moi. Mais dans ces associations, dans ces ONG, c'était toujours avec des thématiques sur la pauvreté, la santé, le VIH/SIDA, donc des thématiques un peu, alors pas négatives parce que ça existe, mais bon, voilà, qui pas très gaies, on va dire. Déprimante, oui. Voilà, pas très gai. Donc voilà, j'avais envie de travailler en direction de l'Afrique, toujours, ça c'était une évidence pour moi, mais je voulais sortir le continent en fait de ces clichés et de ces stéréotypes. Je voulais montrer une Afrique qui était dynamique, positive, qui allait de l'avant, et une Afrique avec des personnes créatives. Et c'est comme ça que je me suis dit que parler de l'Afrique par le prisme de l'art et de la culture, c'était un bon moyen, en fait, un moyen différent de parler de l'Afrique. Et c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans ce projet, donc, qui s'appelle Kelen. Donc, Kelen, ça veut dire un en Bambara. Donc, Bambara, c'est une des langues du Mali, la langue de mon père. Et ça veut dire unicité. Donc, je trouvais que c'était un beau message. Si je veux bien comprendre, c'est quand tu es arrivée à Istanbul que tu t'es dit, OK, je vais lancer un projet, ou tu avais déjà ça en tête? Et quand tu es arrivée à Istanbul, tu t'es dit, ouais, je pense que Istanbul pourrait accueillir ce projet correctement? Non, je n'avais pas du tout ça en tête quand je suis arrivée à Istanbul. Pas du tout. Mais c'est en fait après un mois, le mois de septembre à Istanbul, et que la routine s'est installée avec les enfants à l'école, mon mari qui bossait. C'est là que j'ai pris conscience que c'était une opportunité aussi d'ailleurs pour moi de faire quelque chose. Alors vraiment, quand j'ai commencé le coaching, j'avais pas d'idée précise de ce que je voulais faire. Je m'étais dit, je vais essayer de lancer un petit projet comme ça, j'avais vraiment pas d'idée précise. Et c'est ce coaching en fait qui m'a aidé à poser les bases de ce projet. La seule certitude que j'avais en commençant ce coaching, c'est que je voulais faire quelque chose en direction de l'Afrique. J'ai toujours bossé en direction de l'Afrique, donc c'était quelque chose que je voulais continuer. Mais je voulais le faire un petit peu différemment en fait. Mais je comprends tellement parce que tu vois, le fait que tu dises j'ai envie de promouvoir autre chose que ce qu'on nous propose toujours comme cliché de l'Afrique,
c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et aujourd'hui encore plus, on voit que Aujourd'hui, faut mettre en avant la culture africaine. Et en fait, quand on dit culture africaine, c'est n'importe quoi parce que il y a une culture par pays. Et dire la culture africaine, ça veut dire tout et n'importe quoi. Mais dans sa globalité, de vouloir promouvoir autre chose que des clichés, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est avec ce combat-là que j'ai commencé. Quand quand je me suis installée à Istanbul et que j'ai vu ce que c'était vraiment la Turquie, parce que moi aussi je la voyais un peu d'un œil touristique quand je venais dans mon enfance et tout. Et quand j'ai vraiment vu ce que c'était la Turquie, j'ai envie de le promouvoir de manière réelle, quoi. Et de montrer aussi les beautés, la culture, la richesse, etc. Donc je comprends tout à fait ta démarche. Et qui plus est, je crois que toi, il me semble que tu m'avais dit que tu allais très régulièrement, tu es une des chanceuses même, je dirais, à avoir été très régulièrement au Sénégal et je sais pas, au Mali aussi peut-être. au Mali aussi, ouais. Pendant... Oui, j'ai eu la chance, dès tout petite, en fait, tous les ans, on passait les étés entre Dakar et Bamako. Et, c'est vraiment une chance, en fait. C'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment important de savoir en fait, d'où on vient, quoi, de connaître nos racines, nos traditions. Ça fait partie de la construction, donc c'est très, très, très important. Et puis, du coup, moi, ce que je voyais du Mali et du Sénégal, c'est pas ce que je voyais à la télé ou quand je parlais avec mes copains copines, l'image de l'Afrique qu'ils avaient. Donc, tu m'étonnes. Ouais. J'imagine. Du coup, est-ce que tu as fait ton coaching, ça s'est bien passé, tu as commencé à élaborer ton projet. Où t'en es aujourd'hui? C'est quoi ton entreprise exactement et qu'est-ce que tu fais au quotidien en fait? D'accord. Alors, ce que je fais, j'organise des événements culturels et artistiques dédiés à l'art contemporain d'Afrique. Et mon challenge, en fait, c'est d'organiser ces événements dans des lieux atypiques. Alors, pourquoi? Parce que, alors oui, je fais des événements dans des galeries toujours, parce que c'est toujours bien et c'est toujours intéressant de faire des événements, des expositions dans des galeries, mais aussi ces événements, ils peuvent avoir lieu dans des restaurants, dans des écoles, dans des lycées, parce que dans ce genre d'endroits, on touche des personnes différentes, des personnes qui sont pas obligatoirement, qui connaissent pas l'art ou la culture, comme dans des galeries, parce que dans des galeries, les personnes qui viennent, c'est des amoureux de l'art, des personnes qui s'y connaissent, alors que dans des endroits comme les hôtels, les restaurants ou autres, c'est des personnes déjà complètement voilà, de tous horizons. Et des personnes, certains aiment l'art, d'autres pas du tout, certains connaissent, d'autres pas du tout. Et en fait, l'idée, en fait, c'est vraiment voilà, d'échanger autour des objets ou des œuvres que je présente. Et c'est un prétexte, en fait, l'art et les créations et les designs que je présente. C'est vraiment un prétexte parce que derrière, je parle des artistes, je parle de leur parcours, j'explique d'où ils viennent, je parle du pays. Et c'est vraiment un vecteur de communication, en fait, et d'échange. C'est pas juste je présente des articles et j'essaie de les vendre. Non, il y a vraiment une démarche derrière. Il y a vraiment une démarche. Il y a vraiment une volonté de partage, de créer des ponts en fait entre différentes personnes, entre différentes cultures. Les artistes, tu les trouves comment? Et si j'ai bien compris, tu prends leurs œuvres et tu les exposes à Istanbul. Du coup, il faut que tu les aies, ces œuvres-là. Comment ça se fait? Enfin, comment tu fais? Est-ce que tu vas régulièrement en Afrique dans les pays où sont ces artistes-là pour récupérer les œuvres et les exposer? Ou au niveau logistique, comment ça se passe exactement? Alors, déjà, les événements que j'organise, c'est pas seulement à Istanbul. Hein, j'ai organisé des événements aussi à Paris, à Dakar et à Nairobi l'année dernière. Là, j'avais un événement à Nairobi, normalement en avril, mais bon, compte tenu du coronavirus, là, ça a été reporté à plus tard. Donc voilà, c'est vraiment, je me déplace, en fait, dès que j'ai l'occasion, j'essaie de faire voyager ces événements. Et l'idée aussi, parce que quand j'ai créé ce projet,
comme j'étais là à la base pour 3 ans, c'était de créer quelque chose qui va me suivre, en fait. Oui. Là, je suis à Istanbul, donc je me concentre sur Istanbul, mais l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui me suive, en fait. Ouais. Donc, en termes de logistique, alors j'ai la chance d'avoir une grande famille, un peu partout, qui voyage beaucoup. Donc, généralement, c'est vraiment de la débrouille. En fin de compte, les artistes remettent les heures, ça dépend quand c'est au Mali, au Sénégal, à des personnes, des gens de la famille en général, qui vont à Paris. Et mon mari qui voyageait avant la pandémie énormément, et notamment qui va une fois par mois à Paris, nous récupérer les affaires à Paris. En fait, tout transite par Paris. D'accord. J'ai une tante qui habite au Kenya, mon mari est allé en Afrique du Sud. Donc voilà, c'est vraiment de la débrouille, mais pour l'instant, qui marche très bien. À chaque fois que j'ai un événement, il y a toujours un petit peu de stress pour savoir si je vais recevoir les œuvres et en heure, mais en général, ça marche. Et puis, je vais au moins une fois par an au Sénégal. Donc là aussi, quand j'y vais, je remplis les valises. Hein. Tu m'étonnes. Mais sinon, comme je disais, je me débrouille avec les personnes que je connais, la famille, les amis qui voyagent. De toute façon, tu sais, je vais te dire un truc, et je pense que vu ton parcours, tu vas acquiescer, mais en tant qu'entrepreneuse, moi aussi, j'ai remarqué que, moi, au tout début, j'essayais de tout faire toute seule. Et je demandais de l'aide à personne, et limite, je me disais pourquoi déranger les autres, je peux faire tout toute seule. Et j'essayais d'être la plus polyvalente possible. Puis au final, ça n'avançait que très 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 doucement. Et en fait, j'ai remarqué que l'union fait la force, et qu'il faut mettre à contribution et les gens sont heureux d'aider, en fait, parce qu'ils savent que derrière il y a un message, il y a des valeurs, il y a, comme tu as dit, ton projet, c'est pas juste exposer des tableaux. C'est aussi ouvrir une conversation. Et franchement, bravo. Et du coup, je me demande, les Turcs qui ont participé à tes événements, vu que tu en as fait aussi à Istanbul, comment ils ont réagi? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils pensent des œuvres que tu puisses leur présenter? Je me demande. Pour l'instant, j'ai eu de bons retours, de bonnes expériences. Et encore une fois, ça montre encore l'importance, en fait, de faire ce genre d'initiative, parce que quand on dit l'art africain, les gens ils vont penser tout de suite les masques ou les statuettes ou l'art premier, en fait, on va dire. Oui. Donc voilà, un peu cliché. L'art touristique, on va dire. Voilà. Mais non, ils sont super étonnés et ravis de découvrir que c'est très large déjà. Il y a énormément de choses, parce que l'art africain, c'est un peu gros comme concept, parce qu'il y a 54 pays en Afrique. Tu m'étonnes. Donc de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique de l'Est, sont toutes des choses différentes. Mais vraiment, j'ai eu de bons retours. Ils sont agréablement surpris et ils sont curieux. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'ils sont curieux? Mais oui, ils sont curieux, bien sûr. Et puis, il faut dire que j'essaie aussi de présenter des choses vraiment différentes. Je peux aussi bien présenter des bijoux que des paniers du Kenya ou d'Afrique du Sud, que des tableaux, des sculptures un peu différentes en bronze du Burkina Faso. Donc, c'est très varié, et au final, tout le monde s'y retrouve. Justement, je voulais te poser une question par rapport au commerce qui est en train de se développer énormément entre la Turquie et l'Afrique. Je sais que depuis à peu près, franchement, 5 ans, à peu près, il y a énormément de sociétés turques qui ont commencé à s'intéresser à certains pays d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, et qui ont ouvert des commerces pour faire de l'exportation ou même des projets de construction, etc. Et donc, du coup, je voulais te demander si tu avais des infos là-dessus, si toi, tu as remarqué qu'il y avait
une prolifération d'échanges turco-africains, quels qu'ils soient? Effectivement, il y a énormément d'échanges entre la Turquie et certains pays d'Afrique. Aussi, tu disais les entreprises de construction ou de construction, enfin d'édifices qui ont été faits par les Turcs. Alors, Oui. le nouvel aéroport au Sénégal, il a été fait par les Turcs. Ils ont fait aussi deux ou trois autres édifices au Sénégal. Je pense qu'ils sont très présents aussi au Nigeria. Donc voilà, il y a pas mal d'échanges. Et puis le fait aussi, une bonne illustration, c'est Turkish Airlines qui va partout. Nous, l'été dernier, on est allé à Zanzibar et on est allé avec Turkish Airlines directement jusqu'à Zanzibar, quoi. Donc c'est quand même assez représentatif en fait. Tu peux aller partout en Afrique pratiquement avec Turkish Airlines. Écoute, ma dernière petite question, ce sera juste une petite question sur Istanbul. J'aime bien poser cette question à tous ceux qui passent sur le podcast. J'aimerais savoir quel est ton lieu favori à Istanbul, et vraiment peu importe le lieu, ça peut être un quartier, un resto, même une rue, un café, un musée, quoi que ce soit. Quel est l'endroit où vraiment tu adores être et que tu recommandes à tout le monde? Voilà, j'aime beaucoup le quartier de Galata, les petites rues, les petites boutiques, tout ça. J'aime bien me balader là-bas. Mais sinon, j'adore là où je vis en fait, à Ménicole. J'adore mon quartier. J'aurais du mal à déménager ou à m'éloigner en tout cas. Et ce que j'aime en fait, c'est le matin aller marcher le long du Bosphore. Je fais ma petite marche d'1 heure le long du Bosphore et là je me dis franchement j'ai quand même de la chance parce que c'est juste magnifique. Pour information, ton quartier c'est Yeniköy, c'est bien ça? Oui, c'est Yeniköy. Alors pour ceux qui ne le savent pas, Yeniköy c'est dans le district de Sarıyer, dans le côté européen. Tout en haut, il me semble que c'est en haut du deuxième pont aussi, non? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Encore au-dessus du deuxième pont, quand tu continues. Donc, ceux qui viennent le voir, ils peuvent aller ouvrir la petite carte et puis aller regarder Yeniköy. Et puis marcher le long du Bosphore. Oh là là, quelle chance! Bon, écoute, merci beaucoup Dafa pour avoir partagé tout ça. Et oui, l'interview est déjà terminée. Merci beaucoup à tous et toutes d'avoir écouté jusqu'au bout notre petite conversation. Si vous avez la moindre question pour Dafa concernant son entreprise ou sa vie à Istanbul, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire de cette vidéo et nous y répondrons avec grand plaisir. Également, donnez-moi votre avis sur le racisme en Turquie. Si vous-même vous avez été victime de racisme ou que vous pensez un petit peu comme Dafa ou que vous avez un avis tout à fait différent, n'hésitez surtout pas à le partager en commentaire. Je serai ravie de vous y retrouver pour discuter un peu de tout cela. En attendant, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à écouter les autres épisodes du podcast. Ah oui, et pour info, le podcast est maintenant sur toutes les plateformes de podcast, notamment sur Spotify, Apple Podcast et Deezer. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, à vous abonner là-bas si vous trouvez que c'est plus pratique. Et pour Apple Podcast, bien évidemment, 5 petites étoiles, ça m'aidera à faire connaître le podcast à un plus grand nombre. Sur ce, je vous laisse, je me tais et je vous dis à très bientôt. Güle güle.